retrouver votre invité politique sur Europe 1. François, vous recevez l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vladimir Poutine sera reçu demain par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, 5 jours avant le début du G7 à Biarritz. Le G7, ce sont les dirigeants des pays les plus puissants de la planète, sauf la Russie. Est-ce que c'est un lot de consolation pour Vladimir Poutine d'être reçu à Brégançon ? Ah non, je ne crois pas qu'il faille présenter les choses comme ça. Les Occidentaux sont dans une situation étrange et absurde. Ils ont des rapports plus mauvais avec la Russie actuelle qu'on en avait avec l'Union soviétique dans les 20 dernières années de l'URSS, quand l'URSS était plus puissante, plus menaçante, avec la guerre froide, etc. Donc le président français, à mon avis, a tout à fait raison de réentamer un dialogue. Il y a un dialogue, mais enfin il n'est pas consistant et l'Occident est plutôt dans une posture de dénonciation moraliste, vous voyez. Donc il a tout à fait raison d'essayer d'amorcer un processus, de relancer quelque chose, d'autant qu'il y a une très grande question sur la sécurité en Europe, puisque les Américains et les Russes abandonnent les grands accords de désarmement qui avaient été conclus à l'époque de Reagan et de Gorbatchev. Et je trouve que le moment est très bien choisi, puisque c'est justement avant le G7. Donc le G7 qui est présidé par le président français. Effectivement, à Biarritz. Alors après, donc, il renforce un peu son jeu, puisqu'il aura vu Poutine avant, il aura des choses à dire sur ce sujet par rapport aux autres, vous voyez. La Russie... C'est une très bonne initiative, mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui peut donner des résultats spectaculaires immédiats. Est-ce que la Russie essaye de décrédibiliser ce G7 dont elle n'est pas membre en refusant d'y retourner malgré la main tendue de Donald Trump il y a quelques mois ? Trump n'a jamais été tout à fait clair là-dessus. Poutine réagit et il est à la fois vexé puisqu'on l'a mis à la porte du G7, du G8, qui était devenu le G8. À l'époque, oui, en 2014. Après l'affaire d'Ukraine, de Crimée, qui, entre parenthèses, aurait pu être traitée avant, autrement, plus intelligemment par les Occidentaux, et c'était une erreur de mettre en avant sans arrêt l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Enfin, c'est un débat même aux États-Unis. Ça. Bon, donc depuis, en effet, Poutine dit votre G7 ne m'intéresse pas. C'est d'ailleurs, je corrige sur un point, c'est pas les rassemblements des pays les plus puissants, il n'y a pas la Chine dans le G7. C'est l'issue de la réunion des grands pays industrialisés, en fait. Donc il y a beaucoup de pays très importants. C'est utile s'ils arrivent à se concentrer leur débat sur 2-3 points clés. Enfin, bon. Bref, la Russie était sortie. Il y a tout un système de sanctions contre la Russie. Et c'est vrai que quand il y a eu des appels du pied assez discrets d'ailleurs, soit par Trump et surtout par la France, Poutine dit en gros ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas tenter de reconstituer une relation de voisinage avec la Russie qui doit être naturellement très vigilante, très vigilante, très ferme, très prudente. Mais quand même, il y a des tas de choses à discuter avec la Russie. À l'occasion de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, peut-être qu'on se rend compte aussi que Vladimir Poutine est un interlocuteur finalement plus simple à appréhender, plus prévisible qu'un Donald Trump ? Bon, personne n'est très simple dans les relations internationales, mais on voit bien que l'obsession de Poutine depuis des années, c'est de restaurer l'image de la Russie. Il a très mal vécu la fin de l'URSS. Bon. Il faut le prendre comme il est. La question n'est pas tellement personnelle, c'est qu'on sera toujours voisin de la Russie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se borne d'une politique de dénonciation, de sanctions, etc., et qui pousse la Russie, à mon avis, bêtement vers la Chine, alors qu'il n'y a pas du tout le désir des Russes ? Ou est-ce qu'on essaie de renouer une discussion de voisinage, même si c'est très compliqué, même s'il faut être très prudent ? Alors après, il y a la question Trump, mais ça c'est une question encore plus importante pour les Occidentaux qui sont dans la même alliance, qui sont proches des États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer les relations avec des États-Unis devenus un peu erratiques ? Mais ça, tout ça ne peut pas se traiter simultanément dans le G7 ou dans une rencontre bilatérale. Et puisque notre question c'est la Russie, il est clair que manifestement Trump, s'il est réélu, ce qui est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Manifestement, lui, il veut revenir à une relation plus réaliste avec la Russie. Lui, Trump. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de la part de la France, espérons de l'Europe, en général, de définir à l'avance quelle pourrait être une relation avec la Russie, de ne pas attendre que Trump le fasse. Alors, parce que quand il le fera à sa façon, il ne tiendra aucun compte des intérêts européens.
Hubert Védrine. Pour essayer de le faire par nous-mêmes. Hubert Védrine, parmi les sujets que les présidents russes et français vont très probablement aborder, on imagine l'Iran et la Syrie. D'abord sur l'Iran, ces dernières semaines, il y a les tensions dans le détroit d'Ormuz, il y a les dérogations que se permet l'Iran à l'accord sur le nucléaire. La France se verrait bien en médiateur entre Téhéran et Washington. Quelle carte va jouer Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine dans ce dossier ? L'accord sur le nucléaire, c'est pas l'Iran d'abord, c'est les États-Unis qui ont essayé de casser l'accord d'Obama. Bien sûr, mais l'Europe notamment incite l'Iran à maintenir ses autres engagements. Oui, mais comme l'Europe n'arrive pas non plus, ainsi que les autres partenaires de l'accord, à maintenir les échanges normaux avec l'Iran, alors que l'Iran jusqu'à maintenant avait respecté l'accord. Bon, là il y a une sorte de gros bras de fer sur la question. Comme en réalité on n'a pas d'influence directe, la question se ramène au fait de savoir que veut Trump. Et Trump, manifestement, veut asphyxier l'Iran. Il ne veut pas la guerre. Et donc, il passe son temps à freiner ceux qui, dans son système à lui, notamment son secrétaire d'État, son conseiller spécial, veulent quasiment être sur la ligne de l'Arabie, des Émirats et plus ou moins d'Israël, c'est-à-dire de pousser un engrenage vers la guerre servi par les provocations des durs du régime iranien. Donc, il y a une sorte d'alliance, vous voyez, d'alliance magnifique des extrêmes. Alors là-dessus, je pense qu'il faut garder le contact avec les uns et les autres, et tout faire, tant que c'est possible, pour essayer de sauver l'idée du retour à l'accord, pour essayer de ralentir l'engrenage vers le conflit. Mais encore une fois, je ne pense pas que Trump veuille une vraie guerre, vous voyez. Oui. Et d'autre part, les Iraniens ne peuvent pas complètement bloquer le détroit d'Ormuz. Ils peuvent ralentir les passages, donc les rendre plus compliqués, plus coûteux. Mais bon, c'est sûr que si l'Europe avait une pensée collective de politique étrangère et l'idée d'une puissance raisonnable, là, il faudrait vraiment s'engager plus des deux côtés pour revenir à l'accord. Mais c'est presque impossible de discipliner Trump. Pour ce qui est de la Syrie, Hubert Védrine, l'aviation russe continue ses frappes en soutien des forces de Bachar el-Assad contre les rebelles et les djihadistes. Il y a encore eu 11 civils tués hier, dont 6 enfants et leur mère. Que peut dire Emmanuel Macron à Vladimir Poutine sur ce dossier demain soir au fort de Brégançon ? Ça, c'est un dossier qu'il ne découvre pas. Il en parle depuis des années. Et la réalité, la question n'est pas que française. La réalité, c'est que les Occidentaux ont échoué dans cette affaire. Ils ont échoué, ils n'ont pas prévu d'abord que jamais la Russie ne laisserait complètement tomber le régime d'Assad. Les Occidentaux ont cru avec des tas de nuances entre les uns et les autres, mais la France beaucoup, qu'il y aurait un printemps arabe qui allait balayer le régime d'Assad et qu'il fallait se mettre du bon côté, du côté démocratique. Bon, les Occidentaux n'ont pas choisi, ils ne se sont pas donné les moyens d'une intervention démocratique, mais il aurait fallu aller beaucoup plus loin que même les quelques frappes qui n'ont pas eu lieu, et que Hollande et Fabius voulaient faire, mais que Obama n'a pas fait. En 2013. Au-delà, il fallait s'engager plus. Il fallait envoyer des troupes sur place pendant des années. Et ils savaient très bien les uns et les autres que les opinions occidentales n'auraient pas suivi. Bon, en résultat, les Occidentaux ont perdu le contrôle, on n'a plus de carte en main. La Russie a une position clé. Donc, notre rôle dépend un peu, c'est quand même pénible à dire, mais c'est vrai, dans l'avenir, du fait de savoir si la Russie aurait besoin qu'un occidental, notamment la France, soit à côté d'eux, parce qu'eux-mêmes ne sont pas enchantés d'être maintenant embringués, coincés dans l'affaire syrienne avec les Iraniens. C'est pas forcément confortable du point de vue russe, mais on dépend un peu de ça, vous voyez, par rapport à ça. Donc, ils peuvent avoir un échange, mais n'attendez pas, ne faites pas attendre un changement décisif par rapport à la situation. Sur le plan intérieur, la Russie a connu des manifestations relativement importantes. Il y a notamment une semaine entre 20 et 50 000 personnes à Moscou pour réclamer des candidatures libres aux élections locales. Est-ce qu'il faut voir là un signe de réveil de l'opposition en Russie ou une forme de contestation ? Il y a certainement, ici, d'après les sondages, en tout cas, il y a une part de population urbaine avec un haut niveau de formation à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans une autre ville, qui voudrait vivre tout à fait à l'occidental. Bon. Mais on n'a pas les moyens non plus de l'extérieur d'imposer la transformation de toute la Russie. On a un gros Danemark, on n'a pas les éléments. De toute façon, ça ne contredit pas ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut la Russie est comme elle est. On a peut-être eu des illusions quand l'URSS s'est effondrée. La Russie n'est pas devenue automatiquement une sorte de démocratie scandinave. Elle est comme elle est, c'est compliqué. Il y a un vrai problème pour Poutine. Il y a une usure de Poutine, c'est tout à fait évident, en dépit d'une opinion assez chaude, assez nationaliste. Il faut en parler, mais justement, si la France, et espérons l'Europe après, arrive à établir un vrai dialogue avec la Russie, pas complaisant, quelque chose de ferme, de net, de vigilant, mais dans lequel on parle des choses,
ça permettrait d'aborder aussi cette question. Il est Ouais. évident que Poutine a intérêt à répondre en partie à la demande qu'exprime cette partie-là de la population russe, dans un sens de plus grande démocratie, d'élections plus équitables. Il y a des élections en Russie, c'est pas la dictature d'avant. Bref, là-dessus, on n'a pas tellement de moyens directs, mais plus on va parler, plus ça sera possible et peut-être utile, justement, d'aborder franchement ces sujets, Merci. dont celui de la démocratie. Merci beaucoup Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin et bonne journée. Merci bien.